Bonjour Maxime. Donc aujourd'hui nous allons lancer ensemble une série sur le peak oil, sur le pic pétrolier. Oui, nous avons décidé d'intéresser nos auditeurs au peak oil parce que c'est un sujet tabou et qui est pratiquement pas traité. Mais nous voyons les choses d'une manière plus générale. À notre chaîne La Maïotique, c'est la question de l'énergie et de la transition énergétique, qui est une question vitale pour l'humanité. Alors à partir de là, il y a deux écoles de pensée. Et je vais les présenter brièvement, et je conclurai par mon point de vue personnel, je n'appartiens ni à l'une ni à l'autre. La première école, c'est l'école de collapsologie. Collapse en anglais, c'est-à-dire effondrement. Nous avons vu lors de notre dernière émission que nous allions être confrontés à un pic pétrolier, c'est-à-dire très vraisemblablement entre 2026 et 2030, à une réduction de la production mondiale de pétrole, alors que la demande continuera à augmenter, certes à taux décroissant comme un logarithme, mais probablement pas en phase avec la diminution de la production. D'où le risque d'une récession. Et nous avons deux écoles de pensée face à ce risque. Nous avons l'école de la collapsologie, dont le fondateur est le professeur Denis Meadows du MIT. Je n'en fais pas partie. L'autre école, c'est l'école des cornucopiens. Alors cornucopiens, c'est pas un gros mot. Je n'en fais pas partie non plus. Ce sont ceux qui pensent que nous serons sauvés par la science et par la technologie. Bon. Je donnerai mon point de vue personnel après avoir expliqué ces deux écoles. La collapsologie. Alors, il y a des gens qui sont connus en France comme collapsologues. L'ancien ministre, Yves Cochet, ancien député européen, qui préside un institut de collapsologie qui s'appelle Momentum, et qui apparaît de moins en moins souvent parce qu'il prépare l'effondrement en s'étant isolé dans sa propriété près de Rennes, où il essaye d'être complètement résilient. Quelqu'un qui est un pédagogue remarquable et qui a beaucoup d'humour et qui m'a beaucoup appris personnellement, qui est hyper médiatisé, Jean-Marc Jancovici, même s'il s'en défend, parce qu'en fait, il a bien compris que pour pénétrer les médias, il fallait être... il y avait des mots à ne pas employer. Il se rattache à cette école. C'est une école de physiciens. Son papa était d'ailleurs un professeur de physique émérite à l'université de Saclay. Et le fondateur de cette école, c'est le professeur Denis Meadows, 1972, le fameux rapport du Club de Rome, que tout le monde a oublié. Les mauvais médias l'ont présenté comme un rapport d'économiste. Ce n'est absolument pas un rapport d'économiste. C'est un rapport de physiciens et de biochimistes. Les choses se sont passées de la manière suivante. Le président de la Commission européenne, à l'époque, le Hollandais Sico Mansholt, avait demandé au Club de Rome, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un club de réflexion proche des instances européennes. Nous sommes à la fin des 30 Glorieuses. Il veut savoir si la croissance peut continuer indéfiniment. C'est un sujet qui fait réfléchir. Et alors, le Club de Rome commande au Massachusetts Institute of Technology de Boston, aux États-Unis, un rapport, et le chef de file de ce rapport est un physicien de 27 ans, le professeur Denis Meadows. Sa femme, Donatella Meadows, est une biochimiste, et puis il y a 4 physiciens et biochimistes qui vont travailler avec eux. Alors Denis Meadows, qui est toujours en vie d'ailleurs, et qui s'exprime rarement, mais on peut retrouver sa trace sur le net. Il a fait une conférence en anglais en Allemagne il y a environ 2 ans. Va utiliser un modèle de prévision qui a été mis au point 1 an auparavant par l'informaticien Jay Forrester. Et en bon physicien mathématicien, il va rédiger... Alors il travaille nuit et jour, et il va rédiger 150 équations interactives qui vont modéliser les ressources. Alors vous avez eu raison l'autre jour dans une émission que j'ai appréciée de faire la différence entre ressources et réserves. C'est pas pareil.
Les ressources, ce sont des flux qui se régulent, les réserves, c'est ce qui est dans le sol, et là, notre ami le pétrole, il met 200 millions d'années, hein, donc à l'échelle de nos vies, ça ne va pas se renouveler. Donc il modélise ça, il modélise la production alimentaire, la production industrielle et la population. 150 équations. Et puis après, il amène son équipe à Washington toutes les semaines pour charger son modèle de données. Des données sur les 30 dernières années pour modéliser ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Il n'a pas d'idée préconçue. Vous savez, à l'époque, les ordinateurs, ce sont des cartes qui sortent. Bon, la carte qui sort, c'est effondrement généralisé de la production et de la population, quelque part entre 2020 et 2040. Alors, ceux qui sont sensibles peuvent se retirer. Moi, j'ai regardé tout ça avec beaucoup d'attention depuis 5 ans. Je suis très sensible, mais je fais face à cette découverte que j'ai faite. Bon, Meadows était bouleversé. Il a modifié son modèle en changeant les variables une par une. Et en fait, il aboutit toujours au même résultat, effondrement généralisé, mais il arrive à différer l'effondrement jusqu'à 2050, 2060. Enfin, entre 2020 et 2050, 2060, il y a un effondrement. C'est l'école de la collapsologie. Je voudrais signaler qu'il y a beaucoup d'ingénieurs en France qui se rattachent à cette école. Et cette école, c'est quand même une école de scientifiques. Moi, je suis docteur en sciences économiques, je ne sais pas si je suis un scientifique, j'ai fait l'école de la statistique de l'INSEE, l'ENSAE, mais je prends au sérieux parce que ce sont des scientifiques. Alors, face à cette école, je vais la critiquer, cette école-là, et puis je vais parler ensuite des cornucopiens. Il y a, de l'aveu même de Denis Meadows, qui est très honnête, c'est un savant, il a l'honnêteté scientifique, il reconnaît qu'il ne prend pas en compte les technologies. Il ne prend pas en compte les technologies parce que d'abord, il ne sait pas le modéliser, et il a, à mon avis à tort, tendance à considérer que les technologies, c'est résiduel par rapport à la physique. Je l'ai dit, c'est un physicien. Deuxièmement, il a probablement sous-estimé les réserves pétrolières au départ, et il a un peu modifié son modèle par la suite. Le vrai sujet qui se pose, c'est est-ce qu'on peut décorréler production, croissance et énergie ? Jusqu'à présent, les études mathématiques de Jean Covici ou de Gaël Giraud, qui est un économiste, ce que n'est pas Jean Covici, qui critique beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, les économistes, est-ce qu'on peut décorréler croissance et énergie ? C'est à débattre. Meadows n'envisageait pas qu'on puisse décorréler. Et Jean Covici ne l'envisage pas non plus vraiment. Bon. Donc c'est un sujet à débattre. C'est vraiment passionnant cette histoire sur la construction de cette école. Donc, et l'autre école de pensée, alors dites-moi. Alors, face à l'école de la collapsologie, dont le pape est Denis Meadows, et aujourd'hui son représentant en France, c'est Yves Cochet, ancien ministre quand même, hein, ancien député, et puis Yves Cochet est un savant, c'est un mathématicien de haut niveau. Bon. Vous avez les cornucopiens. Alors, cornucopiens, que l'auditeur ne pense pas que c'est un gros mot ou que je me moque d'eux, pas du tout. Un cornucopien, regardez sur le dictionnaire, ça veut dire ceux qui croient que la science et la technologie sauveront l'humanité. Bon, là, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le coefficient d'efficacité énergétique, dont Jean Covici ne parle pas beaucoup dans ses émissions. Moi, j'ai vu toutes les émissions de Jean Covici, il y en a à peu près 150. Il n'en parle pas beaucoup. C'est l'idée qu'en fait, nous pourrions avoir une efficacité énergétique beaucoup plus importante et, avec la même quantité d'énergie, avoir beaucoup plus de résultats. Je prends un exemple tout simple, la pompe à chaleur. Bon, moi j'ai une pompe à chaleur chez moi à Albi, formidable. On dépense un peu d'électricité et on est bien chauffé ou rafraîchi l'été, et ça consomme infiniment moins d'énergie que ceux qui se chauffent au fioul. C'est un exemple. Hein. Donc les innovations, et là le mot-clé est le mot innovation. Denis Meadows ne nie pas l'innovation, mais il considère que l'innovation
est marginal, que ce n'est pas un facteur essentiel. Donc, les cornucopiens pensent, alors on pourrait parler du climat, mais ce n'est pas le but de l'émission, que le climat sera sauvé par la géo-ingénierie, et ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas le développer, mais de la même manière qu'ils pensent que le climat sera sauvé par la géo-ingénierie, ils pensent également que nous pourrons avoir une utilisation de l'énergie beaucoup plus efficace. Et puis, il y a encore une autre idée qu'on peut opposer aux collapsologues, c'est que nous pouvons décorréler croissance et énergie d'une manière très simple. Le télétravail, par exemple, qui évite les déplacements. À Toulouse, on va construire maintenant de plus en plus en hauteur, et quand on construit en hauteur, on a sur le même lieu travail, résidence et même loisirs. Donc, moins de déplacements. Bon, donc voilà ces deux écoles qui sont face à face. Il faut les prendre toutes les deux au sérieux, et comme nous le faisons toujours dans la maïeutique, il faut instruire les dossiers, les documenter. Alors, moi, ma position personnelle, dans le fond, elle n'a aucune importance, mais je suis convaincu que nous avons un problème à l'horizon 2030-2035. Je l'ai expliqué dans le carré, c'est-à-dire on ne peut pas avoir à la fois 50% d'électricité en plus, le nucléaire qui n'arrivera pas avant 2037, un tiers de pétrole en moins et 7 fois plus de métaux. Ça ne tient pas la route. Et donc ma conclusion, c'est que nous devons économiser massivement l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et ce n'est pas facile à expliquer aux Français, bien sûr. Et c'est encore plus difficile à expliquer aux Chinois et aux Hindous. Parce que les Chinois et les Hindous, ils voudraient rattraper notre niveau de vie, c'est tout à fait normal. Mais pour rattraper notre niveau de vie, il faudrait 3 ou 4 planètes en plus. Parce que nous n'avons pas les ressources pour... regardez, vous pouvez par exemple faire le calcul avec le nombre de voitures. Pour que les Chinois et les Hindous aient le même nombre de voitures que nous, compte tenu de l'extraction qu'il faudrait en métaux et en énergie, d'ailleurs, encore une fois, même si vous supprimez le pétrole, l'énergie, à ce moment-là, c'est des métaux pour faire de l'électricité. Ce n'est pas possible. Avec une seule planète, ce n'est pas possible. Donc, je prends au sérieux les deux écoles, et j'essaie. Alors, c'est pas parce que je cherche le juste milieu, c'est parce que je cherche la vérité. C'est le principe même de la maïeutique, et je crois qu'il faut documenter les sujets, mais il faut aussi être très prudent. Et c'est parce qu'il faut être très prudent qu'il faut tout de suite économiser l'énergie. Alors, si on fait un bilan, les économistes pensent finalement que la science va nous sauver, ce sont les cornucopiens, et les collapsologues, qui sont finalement des scientifiques, pensent qu'on est foutu. Voilà, donc c'est un peu compliqué comme situation, il me semble. Vous n'avez pas cité de représentants des cornucopiens, et d'ailleurs cornucopien, ça vient de corne d'abondance, ça vient de la corne d'abondance. Alors, vous n'avez pas d'école cornucopienne, mais les économistes sont des cornucopiens parce qu'ils croient dans la toute-puissance de l'innovation. C'est Schumpeter, si vous voulez, voyez. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut absolument enlever les silos et faire que les différentes sciences se parlent, quoi, notamment les économistes et les physiciens, quoi. Bon, je dois sortir une vidéo sur l'évolution de l'espèce humaine pour expliquer cette évolution. Parce que pour moi, si on va vers la décroissance, en fait, les pays qui vont aller vers la décroissance, ou les peuples qui vont aller vers la décroissance, pour moi, sur le point de vue évolutionniste, ils sont foutus. Les derniers pays pour lesquels il restera de l'énergie, ce sont eux qui vont s'en sortir. Pour moi, il faut se battre jusqu'au bout, en fait. Je ne dis pas en faisant la guerre avec ces pays-là. Bon, pour moi, c'est très important de suivre les chiffres. Bon, on nous dit qu'en 2030, si les plans sont suivis, tout l'ensemble des pays développés, donc Europe, États-Unis, représentera le tiers des émissions de l'ensemble Chine, Inde, Russie. Bon, alors ça illustre peut-être ce que vous dites là à l'instant, c'est que eux, ils vont continuer à extraire de l'énergie, quoi. Hein. Ils feront le charbon. Quand ils auront plus de pétrole, ils vont se jeter sur le charbon. Bon, le charbon est moins maniable que le pétrole, hein, mais
Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, et ça rejoint Kessler, là, que vous n'avez pas aimé, c'est que, moi ce que j'ai bien aimé chez... Alors Kessler, il est collapsologue, il n'éprouve pas le besoin d'expliquer pourquoi. Bon, c'est ce qui vous a un peu énervé d'ailleurs. Cochet non plus, d'ailleurs, pas tellement. En fait, il dit, nos représentations idéologiques, mentales, ce n'est que la justification de nos habitudes. Et moi, en tant que fils de psychanalyste, je dirais que nous avons les pulsions, impulsions, y compris la sexualité, et le reste. Alors après, ça fait des habitudes, et les représentations mentales, c'est une justification de tout ça. Parce que vous avez raison de dire, on pourrait décider d'arrêter la guerre. C'est ce qu'on pourrait faire de plus intelligent, hein, quand on voit l'énergie que ça nous coûte, et l'horreur. Mais nous sommes guidés, l'humanité est guidée par des pulsions reptiliennes, quoi. Hein, et alors Jean Covici a aussi un truc, au début quand je l'ai découvert, il disait un truc intéressant, il dit mais le réchauffement climatique, le carbone, c'est complètement contraire à notre cerveau reptilien, parce que dans la vie on fait des essais et des erreurs, et on corrige les erreurs. Essais, erreurs, correction, succès. Là les erreurs on ne peut pas les corriger, quoi. C'est-à-dire que on ne va pas parler du réchauffement climatique, mais le carbone que nous mettons en trop, il est en trop, il nous réchauffe pendant 1000 ans, puisqu'en fait il faut 1000 ans pour l'évacuer. Enfin, au bout de 100 ans, il y en a 2 fois moins. Mais... Donc, c'est bien, la question centrale, c'est bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi. Qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous... Bon, merci Maxime.